Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Margot Robert-Winterhalter, thérapeute conjugale et familiale à Troyes. Alors vous savez que ces temps-ci je propose un service de guérison de l'arbre familial et en fait j'avais envie d'en profiter aujourd'hui pour vous faire une vidéo un peu plus perso et pour vous parler en fait des découvertes que moi j'avais faites au sujet de mon arbre et en fait ce que ça avait comme répercussion dans ma vie actuelle et enfin voilà parce que ça me semblait tout simplement un bon exemple du travail que je pouvais des prises de conscience que vous pourriez faire avec moi en travaillant avec moi. Donc, je vais juste vous dire que je vais quand même réserver une certaine confidentialité sur cette vidéo, c'est-à-dire que je ne vais pas dire à chaque fois de quel ancêtre il s'agit, de quel parent il s'agit. Je vais juste parler en termes de branches et puis ça va être très très bien comme ça. Je vous dis aussi que j'ai pris des notes, donc je vais très très souvent jeter des regards un petit peu en dessous de la caméra et puis pour vraiment garder mon fil également. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, dans mon arbre familial, il y a au niveau du couple énormément d'histoires de divorce, de séparation. Mais en fait, c'est tellement conscient, c'est tellement reconnu dans ma famille que c'était pas quelque chose qui a agi comme une révélation. Et je savais qu'il risquait d'y avoir une certaine répétition quelque part. Donc c'était pas vraiment une prise de conscience qui s'est faite à ce niveau-là. Par contre, vous savez que depuis un certain temps, je travaille sur mon arbre de façon approfondie, à un niveau émotionnel. Je fais pas des recherches purement généalogiques, je travaille vraiment à un niveau émotionnel. Et en fait, là, j'ai fait des découvertes vraiment étonnantes. Je voulais aussi vous dire que c'est un travail qui n'est jamais réellement fini. Vous continuez à approfondir, à faire des découvertes à des niveaux différents toujours, donc c'est jamais quelque chose, enfin je pense pas que c'est quelque chose qui prendra fin un jour. Ce dont je me suis rendu compte entre autres, c'est qu'il y avait une résonance, qu'il y avait des grandes similitudes, il y avait vraiment des choses partagées entre ma branche maternelle, ma branche paternelle. Et c'était étonnant parce que a priori pour moi c'était très très dissemblable et je pense que dans beaucoup de familles c'est vécu comme dissemblable alors qu'en fait il y a des points communs assez essentiels. Donc ce que je voulais vous révéler aujourd'hui c'était trois grands points communs essentiels trois grands points communs à mes légendes familiales. Donc tout simplement déjà qu'est-ce que j'appelle légendes familiales? Les légendes familiales c'est les histoires qui se racontent dans votre famille, au sujet de votre famille, des faits qu'on a tendance à raconter, des anecdotes, l'histoire de votre grand-père, l'histoire de quelqu'un d'autre, comment ça s'est passé, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on porte, tout ce qui fonde quelque part le texte, l'espèce de Bible de notre propre famille, ce sont toutes nos légendes familiales. Donc je me suis un peu quelque part amusée à décortiquer mes différentes légendes familiales et à retracer les points communs qu'il y avait. Et entre autres les points communs qui pouvaient être noirs ou qui pouvaient être portés comme quelque chose de lourd par moi à l'heure actuelle. Alors déjà un grand point commun dont je me suis rendu compte assez récemment et qui a été assez révélateur pour moi, c'est le fait que pas mal de personnes dans ma famille, dans mes ancêtres, se sont accaparées les enfants de quelqu'un d'autre, voire carrément ont volé les enfants de quelqu'un d'autre. Il y a par exemple une de mes ancêtres qui a volé les filles de la femme de son frère, donc de sa belle-sœur. J'ai un de mes ancêtres qui a volé sa propre fille suite à sa séparation d'avec sa femme, donc il a kidnappé sa fille. Et en termes d'ancêtres, forcément, il y a une de mes ancêtres qui a été volée par son propre père. Et puis, il y a une autre femme, sa propre mère étant décédée, on lui a fait croire que sa belle-mère était sa mère. Donc, sa belle-mère s'est accaparée cet enfant-là. Il y a aussi des histoires d'enfants pris en otage au moment des séparations et incités à rester avec l'un des parents et à ne pas entretenir de contact avec l'autre parent. Donc là aussi, il y a quelque part s'accaparer les enfants et ne pas les laisser à son ex-conjoint. Donc c'est très lié forcément aux histoires de divorce, mais pas que dans le cas de cet ancêtre qui a pris les enfants de sa belle-sœur en fait. Il y a aussi dans ce sens-là des histoires qui ont été très positives, dans le sens où dans ma branche maternelle, il y a eu une histoire d'adoption qui a été très positive
Et ma grand-mère a également géré 2 homes d'enfants, c'est-à-dire c'est des équivalents de villages d'enfants en fait. C'est des maisons dans lesquelles on accueille des enfants dont les parents sont soit absents, soit irresponsables à ce moment-là. Et donc ma grand-mère a géré ça, elle a été la maman de substitution de beaucoup d'enfants. Donc il y a aussi une valeur positive dans le fait de devenir mère d'enfants qui ne sont pas les siens. En termes de retentissement, pour moi, ça a un double effet qui se coule. Déjà, j'ai tendance à voir les enfants des autres, des fois comme des pauvres créatures sans défense qu'il faut sauver, surtout si je sais que les parents n'arrivent pas à gérer, en fait, sur tous les fronts. Donc j'ai tendance à me placer en position de sauveuse d'enfants et à vouloir les prendre. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort chez moi à ce niveau-là. Et il y a aussi une tendance à me dire que je vais peut-être perdre mes enfants. Je veux dire, l'hypothèse que quelqu'un, notamment de ma famille, puisse me les enlever un jour n'est jamais complètement effacée de ma tête, en fait. Et c'est toujours une espèce de menace que je ressens. Donc, voilà les traces que ça peut engendrer chez moi à l'heure actuelle. L'autre point commun à mes légendes familiales, enfin un autre des points communs à mes légendes familiales, c'est l'éviction des vraies mères, ou la disparition des vraies mères, je parle de mères biologiques en fait, et le fait que ces vraies mères ne puissent pas se défendre. Je vous donne des petits exemples. Il y a donc une ancêtre, c'est la même histoire, qui a jugé sa belle-sœur comme mauvaise mère et elle lui a littéralement confisqué ses filles et elle a poussé son propre frère au divorce avec cette femme-là. Et là, ce qui est super troublant, c'est qu'il y a une grande similitude de prénoms également, c'est-à-dire que la femme qui a confisqué les filles porte quasiment le même nom que celle qui a été volée de ses enfants et qui portent toutes les deux quasiment le même prénom que moi. Donc c'est assez... Quand je me suis rendu compte de ça, c'était aussi assez dur à avaler, je vous l'avoue. Il y a l'histoire de femmes divorcées qui ont perdu leurs enfants. Enfin, on leur a arraché quelque part leurs enfants parce qu'elles ont divorcé. Et il y a une histoire de décès aussi d'une femme suite à son dernier accouchement. Et là, clairement, c'est juste la disparition de la vraie mère. À partir de tout ça, qu'est-ce que je porte en moi-même comme trace ? Eh bien, tout simplement, je me sens profondément faillible et défaillante en tant que mère. Je sens très fort que je peux perdre mes enfants parce que je ne suis pas assez là ou pas assez bonne ou pas assez présente. Et en fait, j'ai du mal à me reconnaître une vraie légitimité en tant que mère. Après, je précise que j'ai 3 enfants et qu'en général, les personnes qui me connaissent en tant que mère me trouvent plutôt bonne mère, voire très bonne mère. Mais vous savez très bien qu'il y a un monde entre ce que les gens voient et ce qu'on fait et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et le fait qu'à l'intérieur de moi, je me sens peu de légitimité en tant que mère et la possibilité d'être défaillante à tout moment. Alors, entre ces légendes et entre ces points communs, ce qui a été également marquant, c'est que souvent les hommes ne sont pas capables d'être là pour leurs enfants ou de défendre leurs enfants. Les pères soit disparaissent, plus ou moins ils abandonnent leur famille ou leurs enfants, ou les pères ne prennent pas en charge l'éducation et du coup les enfants se retrouvent très exposés et très vulnérables parce qu'ils ne sont pas soutenus et paternés par leur père en fin de compte. Donc ça c'est aussi un des points communs à mes histoires, si je reste sur les histoires vraiment familiales. Un autre point commun dont je voulais parler, c'est le fait de se sentir supérieur. Et de se sentir supérieur soit carrément en écrasant les autres, soit en ne les prenant pas vraiment en considération, en les considérant comme quantité négligeable en fait. Donc j'ai notamment un de mes ancêtres, c'est dans les 2 branches, un de mes ancêtres paternels qui pensait avant tout en termes de carrière et de son propre développement. Et du coup, il a laissé vraiment ses enfants en état de maltraitance émotionnelle. Et parce que le plus important pour lui, c'était de maintenir sa position intellectuelle, de maintenir sa position culturelle importante. Mais du coup, ce qu'il a transmis aussi à sa descendante, il a légué le milieu de l'enseignement, qui est important dans ma famille, et il a légué aussi un investissement moral important, un investissement intellectuel important.
Et dans la famille de ma mère, du coup, de l'autre côté, il y a quelque chose de très rigide au niveau des convenances, le fait d'être comme il faut. On donne facilement des leçons d'éducation ou de santé. On évite de se mélanger à la populace du village où ils étaient. C'est un milieu très fermé, très familial. Euh, on accorde une grande importance à l'art, donc le chant, la peinture, la musique. Et il y a une grande importance justement à l'esprit de famille. Et ça, il y a une espèce de fierté qui en est retirée et de ne pas se mélanger aux autres en fait. Donc il y a une espèce de dédain, un peu écrasant des fois. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que il est possible dans votre vie à vous et par votre vie à vous, pas par un travail psychologique ou intellectuel, mais dans vos actes réellement, de réinventer votre arbre familial et du coup de résoudre les dilemmes de l'arbre familial dans votre histoire de vie. Et là, je voulais vous en donner aussi un exemple avec ce que j'ai pu vivre. Donc justement, je viens de vous dire que dans ma lignée maternelle, il y avait beaucoup de rigidité, il y avait un grand sens des convenances, une grosse image sociale, et la plupart des femmes sont tournées vers le soin. Il y a une grande importance de l'hôpital en fait, en termes de lieu de travail. Il y a eu des femmes infirmières, et puis plus tard elles se sont tournées vers des soins alternatifs, et c'est des super valeurs, mais c'est aussi un monde très étriqué, avec beaucoup de pression en fin de compte. Et dans la lignée paternelle, ce qui s'est passé de bien, c'est qu'il y a eu vraiment un bond dans l'échelle sociale qui s'est produit au niveau de mon grand-père, en fait. C'est-à-dire que ma famille est passée du milieu ouvrier au milieu intellectuel, avec des métiers dans l'enseignement, des métiers dans la politique également. Donc il y a un certain prestige culturel et social. Donc ce sont des belles valeurs, mais ça implique aussi beaucoup de froideur, ça implique peu de chaleur humaine, ça implique peu de remise en question, ça implique peu d'émotions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de cet héritage-là, de ce double héritage très rigide, très figé, puis en même temps avec quand même des valeurs qui étaient porteuses et belles. Donc, dans un premier temps de ma vie, j'ai adhéré aux valeurs plutôt paternelles. Je me suis destinée à l'enseignement, il y avait une grande richesse culturelle dans ma vie, j'ai fait une fac de lettres, etc. Et dans un deuxième temps, en tant que jeune adulte, j'ai littéralement fui tout ça. J'avais commencé à passer les concours de l'éducation nationale, j'ai tout laissé en plan, même si j'avais réussi les premiers concours. Alors je suis devenue plus tard enseignante dans le milieu du bâtiment, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale. Je suis entrée sur entretien d'embauche par exemple, je n'ai jamais été fonctionnaire. Et j'ai vraiment fui de façon générale dans ma vie le prestige et le comme il faut. Je suis partie de ma région d'origine. J'ai eu un revirement culturel complet aussi, il faut le dire, et ça a vraiment impacté toute ma vie. Il y avait un retour à certaines valeurs simples en fait. Et dans un troisième temps, alors quand je parle de temps dans ma vie, c'est toujours plus ou moins flou, c'est plus ou moins mélangé, et rien n'est aussi catégorié comme ça. Mais dans un troisième temps, je me suis en fait réconciliée avec les deux branches de mon arbre. C'est-à-dire que j'ai repris quelque part contact avec une espèce de prestige intellectuel, avec ma formation en thérapie systémique, avec mon étude du symbolisme, avec de plus en plus de lectures très diverses. Et en même temps, c'était dans le même mouvement en fait, je me suis tournée vers le soin, c'est-à-dire quelque chose de thérapeutique qui est plutôt incarné par ma branche maternelle. Donc je réconciliais les deux. En plus, je me suis mariée, et enfin, il n'y a quand même pas mieux comme valeur traditionnelle que les valeurs du mariage. Et il y a eu quelque chose aussi de l'ordre de la fierté, de la renommée, de la visibilité que j'ai dû forcément développer et exploiter, parce que tout simplement j'avais une entreprise et je devais me faire connaître et je devais avoir un rôle dans le monde. Donc quelque part j'ai repris contact avec ce rôle-là aussi, qui est présent dans mes deux familles. Et puis j'ai aussi repris contact avec le milieu de l'enseignement, tout simplement parce que je me suis mise à donner des cours de tarot, je me suis mise à donner des cours en ligne en thérapie conjugale. Donc tout ça, ça a fait que c'était réconcilié. Et c'était vraiment très involontaire de ma part, bien sûr, mais ça a été aussi le fruit et l'aboutissement d'un long travail préalable que j'ai fait sur moi, de prise de conscience sur des années en fait. Le fait tout bêtement aussi d'avoir des enfants qui m'a rapprochée forcément des deux branches familiales. Mais ça me semble être pour vous un exemple de résolution et en fait je veux juste vous montrer qu'il est possible de continuer à faire vivre
une valeur positive de votre famille, une fois que vous vous l'êtes réapproprié de façon très personnelle, avec votre coloration à vous, et peut-être en mêlant 2 ou 3 valeurs des 2 branches de votre arbre familial. Donc, c'est aussi le travail forcément que j'effectue avec vous quand je fais ce travail de la guérison de l'arbre familial. Je souligne à nouveau que les inscriptions sont ouvertes uniquement jusqu'au 12 octobre parce que je fais ça sur un temps court, avec un petit nombre de personnes. J'ai reçu des questions en me demandant s'il y avait besoin de prérequis, notamment le prérequis d'arriver avec un arbre généalogique construit. Donc non, vous n'avez pas besoin de venir avec un arbre généalogique. Ça va être essentiellement basé sur vos souvenirs, sur vos émotions. Et après, si vous avez besoin d'infos en plus, vous aurez le temps entre les 2 rendez-vous qu'on va se fixer. Donc il n'y a juste aucun problème avec ça. Par contre, les prérequis que j'impose, c'est être prêt à travailler sur soi, être prêt à être relativement chamboulé. Être ouvert aussi à des méthodes qui peuvent vous paraître a priori bizarres, comme l'utilisation du symbolisme du tarot par exemple, et vous devez forcément être prêt à me consacrer 2 fois 2 bonnes heures. Donc ça, c'est mes prérequis. Et puis, d'ici là, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remets le lien dans la barre d'infos en dessous. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.